monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde ce jour. C'est sur la Dan Broadcasting System. Donald Trump, c'est le président américain, le président des États-Unis, a inauguré un long périple ce jour en direction de l'Asie. Il est question au cours de ce voyage d'essayer de recadrer ou tout au moins de rattraper la Corée du Nord qui ne cesse d'inquiéter Washington et ses alliés. Washington voudrait donc rassurer ses alliés. Et toujours sur le toit du monde, c'est-à-dire en Occident, Carles Puigdemont, c'est l'ancien ou l'ex, et on peut le dire ainsi maintenant, l'ex-président de la Catalogne, justement. Il est sous mandat d'arrêt international. Il est exilé désormais en Belgique où il a pris un collège d'avocats. Certains de ses ministres ont été placés en détention provisoire. Ça veut dire donc que les carottes sont cuites pour ce gouvernement de ce Carles Puigdemont qui en principe est accusé de trahison, de sécession, de rébellion et surtout des détournements de fonds et de deniers publics. Et quand on parle de détournement de fonds et de deniers publics, on prend la direction du Cameroun. Nous avons décidé pour vous et pour nous et pour l'intérêt souverain républicain de remonter justement l'histoire de toutes ces opérations, toutes ces affaires de l'opération Épervier. Cela commence justement le 21 février 2006 avec les arrestations le 22 février. Et pour en débattre ce soir, évidemment, on ne va pas oublier cette affaire du patrimoine camerounais qui s'élève pour l'expertise de Georges Gilbert Baonla. On attend les contestations après les 14 000 milliards qui sont pratiquement hypothéqués à des endroits où l'État devrait se faire souverain. Georges Gilbert Baonla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision qui fait son chemin. Merci, elle fait justement son chemin. On va au toit du monde, c'est-à-dire, vous êtes au courant de ce que Donald Trump est en train de faire un périple asiatique? Ouais, je suis au courant parce qu'en fait, il y a une grande politique économique et puis l'assiette asiatique est assez importante en ce qui concerne la globalisation mondiale en matière économique, parce que c'est un pays qui produit aujourd'hui, en termes de, par exemple, dans le panneau... C'est un continent? Ouais, c'est un continent. Donc voilà, le continent, merci, qui produit tranquillement, par exemple, dans une industrie textile, soit 75% à 78%. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça. C'est vrai qu'ils ont deux flottes, le bon et le moins bon. Mais attendez, il y a quand même un problème qui se pose sur la place du monde avec ce voyage. On a entendu Donald Trump critiquer vertement la Chine et aujourd'hui la Chine est une puissance de choix dans cette région-là, même dans l'équilibre du monde. En politique, c'est la bonne cohabitation, les intérêts des pays qui priment. L'addiction, disons que l'engageur ne devra pas influencer un certain nombre de choses. Ah donc on peut dire des choses aujourd'hui et les reprendre demain. Bon, politique c'est ça aussi. Se mettre et c'est un pari gagnant-gagnant. Donc en fait, ce sont les interpellations. Si on interpelle, disons, son voisin et qu'on trouve qu'il va dans le meilleur sentiment, pourquoi pas. Si ça va pour l'intérêt collectif d'un pays, aujourd'hui, au niveau de la liberté économique, la Grande Asie prend quand même 3 à 4% du marché américain. Donc les gens ne veulent pas, c'est quand même une main-d'œuvre assez importante, une industrie assez avancée. Maintenant, il y a un problème de concession entre les pays, donc ça veut dire que les États-Unis, Trump a voulu entrer, mais il a entré en bonne politique. Il critique et puis on lui ouvre les portes et puis voilà. Et il définit sa politique, c'est tout. Et il y a dans ce volet économique, commercial, justement, hein, et peut-être même industriel, parce qu'il y a bien de choses dans ce sens, mais il y a aussi ce volet de la sécurité. La Corée du Nord, elle ne se laisse pas piétiner se marcher sur les pieds. Et évidemment, avec sa lancée nucléaire, est-ce que les États-Unis ont raison d'être inquiétés et que lors de ce voyage, ce soit inscrit dans l'agenda de Donald Trump qu'il faudra peut-être rassurer les alliés américains? La politique a ses vérités, la politique a ce qu'on appelle sa vision, ses objectifs à atteindre. Le cas des États-Unis à travers ce qu'on appelle, je vais appeler
les envolées lyriques de la Corée du Sud. La Corée du Nord. De la Corée du Nord, pardon. Pyongyang, c'est pas seulement lyrique, il y a eu des essais. Hein, non, je voulais vous dire. Plusieurs reprises. Dans ce que les gens ne savent pas, pour les études, dans ce qu'on appelle le centre d'expérimentation, il y a un collège c'est-à-dire de savoir, et parmi lesquels les Américains. Parce que quand on dit la Corée du Nord a posé un acte, on oublie que pour créer cette arme nucléaire, ou pour la fabriquer, il y a une implication au niveau de la science infuse des Américains. Comprenez à peu près. Donc, ou que ce soit peut-être des Américains d'adoption que de nationalisation. Donc, en réalité, que vous vouliez ou pas, la réalité c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas ne pas accepter aujourd'hui que c'est une bonne cohabitation. Comment vous expliquez aujourd'hui une bonne cohabitation? On a quand même vu, vous avez parlé d'envolée langagière, on a vu les États-Unis donner des ultimatums, pas Donald Trump, à la Corée du Nord, à Pyongyang. Pyongyang n'a pas obtempéré. Pyongyang a même menacé une île avec des essais. L'île de quoi? C'était l'île américaine? Oui. Hein? Je voulais vous dire simplement. Il y a des choses dont je veux m'abstenir de dire en tant que politique, parce qu'il y a des intérêts aussi camerounais. Mais je vais vous dire que la cohabitation, beaucoup plus au niveau des décisions du sommet de l'État, ont plusieurs plats. Et c'est un choix. Il est parfois temporel, confidentiel et temporel, public. Donc, j'ai donné un indicateur. On ne crée pas une bombe, disons que chimique, avec seulement un élément essentiel local. Ça veut dire que rien que les Coréens du Nord. Ces études sont faites et sont beaucoup plus, ou bien prospères. Pour qu'on crée une bombe, il faut qu'il y ait une implication de la science du savoir. Et ce savoir n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un Camerounais dans le même laboratoire, au même moment un Américain, au même moment un Asiatique. Le tout, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Maintenant, à l'intérieur de cela, il y a une politique de forme. On avait lancé d'abord une première campagne, le désarmement. Est-ce que ça aboutit? Est-ce que ça atteint son objectif? On ne peut pas tuer l'industrialisation au niveau de l'armement. On doit plutôt l'harmoniser en fonction de la demande. Donc c'est pour ça que j'ai dit il y a deux plats. Il y a un plat confidentiel, il y a un plat rendu public. Donc, que vous vouliez ou pas, les armes et les recherches, on doit citer, en fonction de la période et de la demande. Maintenant, cette insécurité qui est créée aujourd'hui dans le monde, je m'interroge, pourquoi il y a beaucoup d'insécurité? C'est parce que au départ, on a armé les groupes informels. Les groupes informels sont lesquels? Les Boko Haram. Tout ce que vous voyez là, Chebab, Agmi et autres, tout ça, ça veut dire qu'on a renfloué le marché et ça a créé ce qu'on appelle une forte assiette. Et cette assiette est devenue maintenant ce qu'on appelle un bourreau à détruire. Donc c'est une programmation en réalité. Et ceci rentre dans le flux financier aussi. Mais est-ce que quand même pour sortir de ce sujet, finalement, est-ce que il n'y a pas un problème de revendication d'une certaine soumission ou oppression? Parce qu'on voit aujourd'hui les nations veulent aller vers leur souveraineté. Ça peut être le cas de la Corée du Nord. Et surtout, en toile de fond de cette question, la question du nucléaire. Quelle est cette affaire que, bon, vous pouvez avoir le nucléaire, les autres ne doivent pas le développer? Où est le rôle des Nations Unies? Que font les Nations Unies si les États-Unis se font le gendarme? Vous comprenez que je me suis interrogé et vous avez trouvé la solution. Dès lors qu'on parle des Nations Unies, qui, de par sa charte, on a des obligations de respect de souveraineté, et que ça soit légiste, au même moment, au niveau de la production économique et la création des richesses, j'en passe à travers les armes et tout autre. Pourquoi l'autorégularisation n'arrive pas pendant les assemblées? Les Nations Unies n'interviennent que quand on a déjà cassé. Les Nations Unies n'ont jamais condamné un pays pour avoir produit les armes.
Il n'y a jamais de débat pour. On te dit toujours, ah, il ne faut pas les tuer. Mais on ne t'interdit pas de produire. D'où la politique du certaines nations ont la possibilité de développer l'arme nucléaire, d'autres n'en ont pas. Mais c'est pour cela que... Ou on impose à d'autres de ne pas avoir. C'est pour cela que je dis qu'il y a deux plats. Un plat confidentiel, un plat autorisé. Donc, la Corée du Sud est en train de poser... du Nord, pardon. Est en train de poser un acte. Et cet acte est similaire à la demande. Dans ce couloir, je me réserve de dire un certain nombre de choses. Vous comprenez? Parce qu'il y a une politique de forme et il y a une politique de formalisation. Celle de formalisation est celle qui est publique. Et celle qui est de forme peut être confidentielle. Elle peut être confidentielle, on vous a tout compris. Voilà. Surtout que vous faites dans ce domaine-là, vous êtes un armurier, il faut le dire. Hein, voilà. Vous faites dans l'armement. Voilà. On va prendre notre volet qui aujourd'hui est... quand vous entendez Carlo parler aujourd'hui de Carles Puigdemont, c'est l'échec ou bien il pourra revenir en Catalogne parce qu'il est réfugié en Belgique? Je vais vous dire... Il y a un mandat d'arrêt. Je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement a été destitué. Je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. Et personne n'en parle sur la place européenne. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser et qui est vrai. Et ça, il faudra combattre cela en brèche. Beaucoup de gouvernements et des systèmes politiques fabriquent des monstres géants et destructibles au même moment. C'est l'histoire de la Catalogne. La Catalogne produit de l'argent à travers une déstabilisation politique de ce pays. Ça va de période en période et d'année en année. Dès lors que ça nourrit le politique, là-bas, il faut savoir que c'est un corps, c'est-à-dire qui a été créé par le politique centraliste. Ça veut dire ceux qui ont vocation de gérer le pays. Et ça fait que c'est une bergerie, non seulement de loups, mais une bergerie qui anime l'économie, qui anime la politique et autres. Comment vous pouvez expliquer qu'au moment des hostilités, on vous dit que l'ennemi est au point A. L'État qui a tous les moyens n'arrive pas à implémenter une politique pour arrêter l'ennemi. Mais là-bas on vous dit, il y a un problème de loi et de législation. Quelle loi? Il fallait d'abord que le Parlement... Je vais vous dire, les meilleures lois sont les lois américaines, où l'insunité existe encore. Non, il fallait quand même mettre l'article 155 de la Constitution espagnole. La Grande Europe a-t-elle respecté, ne serait-ce qu'en tant qu'observatoire? C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être dans une association, il y a 10 articles, quelqu'un viole l'article, et vous dites non, vous obéissez d'abord aux règles d'hygiène. Alors qu'il a attaqué, et il y a mort d'homme. Il a attaqué, il y a péril en la demeure, par exemple, en ce qui concerne l'économie. Ça veut dire que c'est un jeu, je voulais expliquer cela. Et aujourd'hui, dans la grande mondialisation, il y a un système qu'on a mis en place dans plusieurs pays. Je ne vais pas les citer ici, pour dire qu'il y a beaucoup qui se passe là-bas. Comme vous voyez la Catalogne là. Il y a beaucoup de gouvernements qui le font. C'est des politiques internes. Et ceci a le droit de citer parce que ça entre dans la grande mondialisation du XXIe siècle. Et pour battre cela en brèche, il faut cesser, il faut battre en brèche et nettoyer rapidement la vieille classe pensante de la politique du XIXe siècle. Suivez mon regard. Donc il y a une certaine classe du XIXe siècle qui a continué jusqu'au XXIe siècle. Et chaque repère a ce qu'on appelle une certaine autarcie pour qu'il y ait continuité d'une certaine politique qui intéresse certains et qui profite aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la politique du XXIe siècle éclairagiste. On pense qu'il faut parler du point A et parce que c'est le bouton A. Mais ça n'a pas été ça au XIXe siècle. Et ceci a commencé depuis le XVIIIe siècle. Et c'est ça qui continue. Et c'est pour cela qu'il y a deux forces qui se reposent aujourd'hui. Alors, si on était en Afrique, ça allait être autre chose. Hein? Oui, c'est une lecture du colonisateur colonisé.
Parce que là, l'Espagne applique ses lois, destitue un gouvernement qui est caractérisé, qui est qualifié de séparatiste, met les ministres de ce gouvernement en détention, poursuit le président accusé de trahison d'État et tout ça. Si c'était en Afrique, ça n'allait pas être facilement ça. Si il est... Parce qu'on a vu le Soudan du Sud qui s'est dit... S'il est instrumentalisé dans cette politique, qu'il est aujourd'hui accepté comme réfugié politique dans un pays européen, pendant que la communauté européenne, à travers sa politique, a battu en brèche l'insismonie c'est-à-dire de ceux qu'on appelle les terroristes. Voilà. Alors, et qu'on accepte cela là-bas. Vous ne pouvez pas héberger un loup parce que le loup, un jour, finira par vous dévorer. Donc, il y a un problème, c'est que c'est une politique de forme qui a ce qu'on appelle une capitalisation. Est-ce qu'on peut qualifier les gouvernants d'Espagne actuellement, le gouvernement central, on peut les caractériser des dictateurs? Oui, de forme, de formalisation, non de forme. Pas si c'était en Afrique, ça allait faire beaucoup de choux gras. Non, les choux gras, parce que l'Afrique, c'est un terrain testimonial. Ça veut dire que là, on fait des coups d'essai. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on dit, c'est les ballons d'essai qu'on nous balance ici. Quand on veut faire le multipartisme, le terrain le plus fertile, c'est l'Afrique. Voilà, donc vous comprenez? À partir d'un discours de la bolle. Et tout de suite, on entre dans une logique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, épargnons un peu l'Afrique, mais pour dire qu'en Europe, chacun connaît ses limites. Les États-Unis ne battront jamais en raid campagne la France. Parce qu'à l'intérieur de cela, il y a ce qu'on appelle une politique de forme. Bon, peut-être qu'il faut aussi cette politique de forme pour les Africains, parce qu'ils prêchent beaucoup plus dans la désunion. C'est vrai qu'il y a et des violences, mais je voulais dire, l'Afrique est attachée comme une vieille chèvre qui a perdu, disons que, je voulais dire un vieux bouc qui a perdu ses cornes. Merci. L'image nous permet justement de venir donc dans cette Afrique, avec cette belle image. Alors, le Cameroun est quand même assez particulier. Après des dénonciations, des dizaines d'années durant, on n'a arrêté personne, on n'a inquiété personne. Une personne à un moment donné a même demandé des preuves. Mais curieusement, avec l'influence des bailleurs de fonds sous le gouvernement Chief Enoni Efrem, le 21 février 2006, l'opération s'engage. Elle a pour nom l'opération Épervier. Et du coup, le 22 février 2006, si je ne m'abuse, 3 directeurs généraux sont arrêtés. Et ce que ça suscite, d'ailleurs, on s'arrête d'abord sur ces 3 directeurs généraux, Emmanuel Gérard Ndondon du FECOM, Gilles Roger Belinga de la SIC, Joseph Edou du Crédit Foncier. Alors, vous vous souvenez de ça aujourd'hui? L'opération Épervier devait déjà exister depuis la prestation politique de Baminda, de M. Biya, en tant qu'entité politique, président national d'un pays. Ah, ça devait exister à partir de là? À partir de là. Mais vous êtes sérieux? Ça devrait exister, ça veut dire d'être mis en pratique, parce que le discours devait être cohérent aux faits. Mais ça n'a pas été cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine logique qui s'est installée avec des amis d'hier, je voulais dire Eboa, Singapour, qui avait estimé que celui qui prêtait serment n'avait pas qualité, il devait plutôt être celui qui devait y conduire. Non, plutôt conduire. Je voulais dire conduire le cahier de charge à eux. Et qui ne pouvait que protéger leurs intérêts. En des termes simples, pour ceux qui nous regardent dans tout le Cameroun, là, voilà. Ça veut dire que le cahier de charge qui devrait être disons, après la prestation politique de Baminda. Baminda, oui. Oui. Et la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça lie directement l'acteur M. Biya. D'accord? Mais il ne peut pas le mettre en place parce que, en réalité, en pratique, je vous l'ai dit, parce qu'il y a à l'intérieur de la maison, avec aisance, un certain nombre de monstres, au cagoule,
j'ai nommé Eboa, il y avait les gens comme le président de l'UNDP, l'actuel Bello, il y a les Singapour, tout le monde regardait, on a estimé à un moment qu'il avait un discours d'apparat, qui ne pouvait pas atteindre son objectif parce qu'il y avait un cahier de charges noir. Et c'est pour cela... Il y avait un cahier de charges noir à eux. Le mot noir a tout son sens, voilà, oui, j'espère. Oui, effectivement. Ah, ça, c'est la première édition, et passons, on va remonter l'histoire. Voilà, ok. Et ça fait que le président Biya aura maille à partir avec. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, le discours qu'il tient à Bamenda, dans les couloirs, il est tenu en respect par un certain nombre de ses camarades du parti, qui estiment que ça peut être une politique à la va-vite. D'où quand il lance le multipartisme, il y a une marche contre le président institutionnel. Quand il lance une marche, il parle, quand il lance le multipartisme, je vous l'ai dit. Ce n'est pas lui qui lance les marches. Non, pas du tout. Il lance le multipartisme. Les gens vont... Après les marches contestataires. Après les marches contestataires s'installent. Comment peut être président de la République? Vous implémentez une politique de votre parti. Vous êtes exécutif, en charge comme chef de l'État. Mais dans votre parti politique, les gens se donnent un matin sans tenir compte qu'il y a la discipline du parti. Et se mettent à marcher en disant, ce que vous avez dit là, ce n'est pas normal. On ne peut pas parler de multipartisme, nous ne sommes pas encore prêts. C'est là où il y a ce qu'on appelle fractionnement au sein du parti du RDPC. Ça joue avec les détournements de fonds. Maintenant, ça va jouer avec les détournements de fonds parce que les détournements de deniers publics ne commencent pas pendant le système Biya. Ça commence pendant le système Ahidjo. C'est-à-dire? À l'héritage colonial. C'est-à-dire, nous avons 6 000 faux billets qui sont laissés à la trésorerie. Il y a un certain nombre de personnes qui apprivoisent le patrimoine d'État, que ce soit sur le plan financier, que sur le foncier, et deviennent des aristocrates, comme le directeur général à l'époque de la Camer. Je fais fi de son nom, c'est qui était à l'époque d'Ahidjo. Donc c'est un peu ça. Et ça fait que cette continuité va installer un comportement particulier, avec une complicité certaine de l'Hexagone. Un peu, Georges Gilbert, voilà. De vous à moi, il y a certaines choses qui nous sont contées, d'autres qu'on découvre en lisant, en feuilletant l'histoire. Mais quand même, il n'y avait pas cette dimension ostentatoire, manifestement publique. Certains même des ponts du régime, des gens étaient pauvres, ils n'avaient pratiquement rien. Les gouverneurs pouvaient être pauvres. Mais il y avait des ponts. Je parle au temps d'Ahidjo. Je dis au temps d'Ahidjo, les gouverneurs pouvaient être... Un préfet pouvait être quelqu'un qui peut manquer un bon d'essence pour mettre dans sa 504. Mais je vois, ou bien dans sa 2 chevaux. D'accord? Mais n'oubliez pas quelque chose. C'est que l'enrichissement, c'est en fonction de la création des richesses. Je veux quand même dire qu'il n'avait pas la main rapide. Oui, s'il n'avait pas la main exhaustive. Et donc, il y avait quand même un cadre assez coercitif, assez... Non, le cadre n'était pas... Ça rimait en fonction de la création des richesses. Vous ne pouvez pas aller voler ce qui n'existe pas. Les gens volaient aussi à l'époque d'Ahidjo, non? C'est pour cela qu'on a des gens qui sont partis de génération en génération et qui ont des... Mais est-ce que vous-même, vous n'établissez pas une différence? La différence, c'est laquelle? C'est qu'on a vécu l'époque d'Ahidjo où il n'y avait pas la télévision. Il y avait une télévision certaine. À un moment, la télévision s'implémente. Il n'y avait pas arithmétiquement aujourd'hui les faisceaux hertziens et tout ça. Mais il y a quand même ce comportement-là que quand il y avait des choses de ce genre, lui-même, il prenait personnellement la responsabilité. Parce qu'il en avait l'obligation. Il pouvait dire à M. Biya, vous êtes Premier ministre, vous êtes en charge de gérer Cameroun Tribune. Et M. Biya, à l'époque, gérait Cameroun Tribune pour votre bonne gouverne. Et une fois, il y a eu un problème, Cameroun Tribune, il y a eu un débrayage, les femmes Ndongo étaient là-bas. À l'époque, il avait quitté un journal, je voulais dire républicain, pas plutôt, je voulais plus ecclésiastique. Il a travaillé avec... Vous voulez parler de l'effort camerounais. On passe rapidement. Donc, c'est un peu ça. On s'est retrouvés, et ce débrayage, de qu'il va avoir lieu, parce qu'il n'avait pas eu de l'argent. Disons, les salaires, les émoluments n'avaient pas suivi, un certain nombre d'avantages n'avaient pas suivi. M. Biya va interpeller, principalement, disons un groupe de personnes parmi lesquelles
M. Famendongo pour leur dire, moi je représente les intérêts de Cameroun Tribune et puis j'ai pour diction et j'ai eu haute instruction de par mon chef, bien sûr le président de la République, que je puisse gérer. Et s'il y a un problème, c'est moi qui en pâtis. C'est de ça qu'il s'agit. Les débrayages n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Les plaintes n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc le vol aussi n'a pas commencé aujourd'hui. Pour qu'on évolue un peu, qu'est-ce qui installe ce qui apparaît comme le laisser-aller? Ce qui installe aujourd'hui le laisser-aller, c'est la loi. À partir de là, ça dit détournement en cascade. Je vous dis que c'est la loi. La manipulation judiciaire, d'abord, est ce qu'on appelle le facteur premier de la déstabilisation de notre pays. Vous savez, quand vous allez en justice, et qu'on vous dise que vous êtes DDP, pardon, et que vous vous en rendez compte que quelqu'un peut soustraire un document, et que le même magistrat, je ne dis pas tous, il y a de ceux qui sont bons, voilà, puisse soutirer un document, ou bien t'aide à mieux manipuler la loi. Or, vous êtes coupable. Ça veut dire qu'il y a un comportement incestueux entre le justiciable et le magistrat. Et ce qui produit les intérêts, d'où la corruption. Parce que dans un pays là où il n'y a pas de justice, et elle est paramétrée en fonction de la tête du client, n'attendez rien du tout. La justice est donc affaiblie. Que vous vouliez ou pas, le politique prend un coup. On est arrivé à ces détournements parce que la justice est affaiblie. La justice a été manipulée. Affaiblie, non. Parce qu'il y a un premier magistrat debout, il s'appelle M. Biya, qui est bel et bien là, lié à la fonction. Ali Djo, qui était le premier magistrat aussi. Oui, je vous relance tout simplement. Il y a des anecdotes qui disent même qu'il a arrêté certains ministres, il convoquait certains ministres, il les faisait. En fait, c'est des anecdotes. C'était dans les couloirs beaucoup plus privés. Je crois qu'il ne faisait pas. Des personnes qui étaient suspectées de dilapider. Avant cela, il utilisait quand même une certaine orthodoxie de l'administration. On vous posait la question. Vous pouvez passer à l'époque au Conseil supérieur. À l'époque, c'était l'inspection générale de l'État pour que vous puissiez être interrogé pour cela. Donc maintenant, si à son temps, il pouvait vouloir te donner 2 baffes parce qu'il était un peu très énervé et pour ne pas salir son gant blanc et ses chaussures blanches, il pouvait, en face d'une bouteille de Chivas, on peut faire beaucoup de choses. Mais attendez, ça limitait quand même dans le mental les représentations à ce moment-là, de ne pas aller facilement dans les caisses. C'est pas ce que vous pensez. L'enrichissement illicite a commencé depuis le régime d'Aïdjo. Il faut le dire. Il ne faut pas le cacher. Monsieur Biya a hérité de quelque chose, maintenant lui il a voulu apporter l'assainissement. Les prédateurs qui ont été avec Aïdjo lui ont dit non, on ne veut pas ça. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. Ah, c'est ça le vrai problème. C'est là le vrai problème, d'où les ondons dont seront interpellés avec la tétutesse du chef de l'État. Parce que lui veut implémenter sa politique qu'il appelle la politique de l'assainissement. Quand il dit dans les discours politiques, plus particulièrement à un rendez-vous du côté du palais de congrès, il leur dit, je sais, vous êtes des bandits à col blanc. Ça veut dire qu'il le met en défi. Il veut en découdre. Et il dit, je vais implémenter la mienne, ma politique. Et de par cela, il faut que je mette en place des lois qui les accompagnent. Les tribunaux d'exception, les tribunaux d'approche citoyenne et d'interpellation. De vous à moi, pour être cohérent, comme vous l'avez dit, est-ce que cette fameuse interview, on doit le citer fatalement, on remonte l'histoire, Éric Tchindjé ou... Oui, il avait parlé si... Non, pas ce volet, qu'il fallait des preuves pour ce genre d'acte, qu'il n'y avait pas de preuves. Ça n'avait pas commencé par Éric Tchindjé, Monte Carlo aussi. Monte Carlo avant Éric Tchindjé. Oui. En bras de chemise, il avait répondu à un journaliste que si j'entends mener mon pays à bon port, parce que j'estime que la politique, je voulais faire une analyse de ce qu'il avait dit, implémentée, devra être idoine à la mondialisation, et que la corruption, pour moi, est un chantier dont je dois combattre. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, quand il vient de parler avec Éric Tchindjé récidive en posant la question que est-ce que bon, ça commence à faire beaucoup de moissons. Sur l'eau, on voit déjà les gens qui s'enrichissent d'une manière insolente, liberticide. Liberticide, voilà. Bon, on s'en fout, je m'en fous, je suis protégé par tel procureur, je suis protégé par tel ministre. Et quand on était l'ami d'un secrétaire général à la présidence, on ne pouvait même pas déférer à une convocation. C'était ça.
Et c'est pour cela qu'à un moment, il faut que M. Biya implémente sa nouvelle politique qu'il appelle le mouvement. Je veux m'arrêter un peu. Pardonnez-moi l'audace. Cette affaire de... il faut les preuves. Est-ce que ça n'a pas donné le courage de, je crois, de 89 jusqu'en 2006, que les gens puissent encore puiser en attendant les preuves? Je crois que la politique de M. Biya a été confuse à un moment, sans le protéger. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut les preuves, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les preuves, vous passez. Il vous dit, si vous avez des preuves, mettez ça à la place, mettez les preuves à la place publique. Et il interpellait toute la collectivité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand moi, vous me dites où se fait les preuves, moi je vais aller chercher les preuves. Je suis citoyen, j'ai un devoir citoyen. D'accord. Peut-être que ce devoir citoyen, l'appel à ce devoir citoyen a été mal compris et que ça a installé, ou tout au moins ça a ouvert des couloirs pour l'inertie, le laxisme, le laisser aller. On a pillé. Quand on a dit qu'il faut les preuves, la magistrature qui fait dans ce qu'on appelle la sauvegarde des intérêts publics des citoyennes, pourquoi elle n'a pas joué le rôle cumul à travers son cahier de charge? Vous répondez? Parce que les gens ont été manipulés, la corruption s'est installée. Les gens ont été manipulés. Alors, 2006 arrive donc, c'est après 2 fois champion de la corruption, on arrive avec des arrestations des directeurs, des gens qui étaient comme intouchables. Il a construit un marché à Mayomé Sala, en pensant qu'il devait offrir ce marché à la première dame, ce qu'elle ne lui avait jamais demandé. Cet espace public demeure l'entité du FECOM, parce que le FECOM a un devoir de prospérité dans les communes et peut créer des domaines d'animation, peut créer des surfaces qui servent de commercialisation. Ça n'avait rien à voir avec un héritage comme les gens ont prétendu qu'on avait conçu cet espace commercial qu'on avait conçu pour la première dame Chantal Biya. C'était faux. La même chose a été faite dans sa contrée de l'autre côté, à Oyem et tout ça et machin. Donc le FECOM a un cahier de charge. Je suis très déçu du fait que les gens animent un comportement en disant je veux prédater dans les caisses. Parce qu'à l'époque, Ondon disait même qu'il était très proche de la mère de Chantal Biya, qui était une relation ou de famille. Est-ce que ça autorise... Laissez-moi parler, monsieur. Oui, je sais pourquoi je le dis. Oui. Il faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on a imposé cet acte. Vous ne pouvez pas inviter des gens et que vous estimez, vous dites, je suis avec la mère de la première dame, vous donnez une couverture spatiale de protection. C'est faux. Et d'où la mise en application textuelle et des lois. Le chef de l'État fait interpeller en tant que premier magistrat, pas parce que c'était une interpellation de bon voisinage, non pas du tout. C'était une interpellation de conciliation entre les biens publics, la gestion citoyenne et la protection de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui est mauvais à l'intérieur, c'est que les gens ont cru qu'en allant construire une base caisse commerciale dans un espace marché, que Madame Chantal Biya sorte de ses appartements pour venir visiter. Elle n'a jamais inauguré pour la bonne gouverne. Elle était en visite parce que c'est dans la circonscription collégiale, malheureusement, de son mari. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que les gens veulent baisser les pédales? À la suite de cela, conséquemment, il a prêté le flanc à l'obéissance du Sud en mettant Madame Famendongo au travail, en mettant X, en mettant L, mais ça n'a pas empêché que, à un moment, qu'on lui posa la question si le FECOM était une entité made in Sud. Et je vais vous surprendre ici en studio. Oui, allez-y. Je suis le premier à commettre. Nous sommes là pour... Je suis le premier à commettre. Je veux fermer quelque chose. Vous avez vu ça? Je suis le premier Camerounais à commettre un article contre Emmanuel Gérard Jondon, à l'époque où il était le chouchou selon certaines personnes. Avant qu'il ne soit arrêté? Non. À l'époque où, entre guillemets, certains prétendaient même qu'il était... Oui, il est très proche de la première dame, il est même dans la même église que la mère de la première dame, père son âme, Madame Jean, vous voyez, il est très proche, il faut faire attention. À l'époque, son bureau était dans les conteneurs, hein.
au niveau du FECOM. On n'avait même pas encore construit un bureau pour le FECOM. Vous comprenez? J'ai pris l'audace. Si ça en était l'audace, j'ai pris cela et j'ai combien d'articles? Et vous savez en quelle année? C'est un vieux journal du démenti. En 2007. C'est le démenti. Vous avez vu ça? C'est bien le démenti. Il est arrêté en 2006. Voilà, vous avez vu? En 2007, je commets l'article. Et je révèle un certain nombre de détails. Vous comprenez? Donc, que les gens arrêtent un peu de tricher. Et de faire comprendre qu'il y a une particularité d'être l'ami de tel et qu'on peut violer les lois. Si vous violez la loi va vous reprendre. Est-ce que le péché, le problème, ce n'est pas à ce niveau-là? C'est pas à ce niveau, je vais vous dire pourquoi. Monsieur Dondon, dans la même calèche, ça veut dire dans le même... Que ce soit avec Gérard Emmanuel Gilles Roger Bellinga... Gilles Roger Bellinga va aller construire une maison dans son village, en pleine brousse, et il va s'auto-proclamer. Je vous rappelle qu'il est installé à travers un conseil d'administration, en tant que DG de la SIC. Ceci en mise en application, c'est-à-dire mise en application d'un décret paroissial, pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Ça veut dire que ce n'est pas un monsieur qui méritait être là. Il a été choisi par des amis pour qu'il soit au niveau de la SIC. Et voilà ce qui nous a servi. C'est de ça qu'il s'agit. Gilles Bellinga a pillé la SIC avec Yebo Lobogo, à l'époque de Cameroun Fourniture Service. Ils ont pris des milliards. Il y a les Kansiks qui devaient naître ici, parmi lesquels les Makepe et tout ça. Ces Kansiks ont été homologués sur les papiers. Ça n'a jamais été... c'est jamais sorti sur terre. Donc c'est un peu ça. L'argent de la rapine. Les bailleurs de fonds avaient des raisons de s'inquiéter. Mais notamment. De faire pression. Notamment. En 2000, il va aller mettre cela dans la brousse natale, où on va aller trouver quelqu'un, un de ses emplois, je ne sais pas, un de ses frères, va trouver un peu plus d'argent dans les malles et tout ça. Le président de la République va s'interroger. Et Gilles Bellinga tapait le bras sur la poitrine comme un chimpanzé en disant « Je suis très proche du chef de l'État, il était un vulgaire menteur. » Si Gilles Bellinga était dans son bureau à l'époque, à la SIC, j'habitais pas très loin de la SIC et je jouais au tennis avec Gilles Bellinga. Gilles Bellinga n'a jamais rencontré le chef de l'État en dehors d'une manifestation officielle. Si oui, un 20 mai. Non, tout ça pourquoi je vous dis ça? Pour que les gens comprennent jusqu'où les gens mentent. Les gens ont des grossiers mensonges. Je repose... Donc c'est un peu ça. Or, Gilles Bellinga est parmi les prédateurs, au même titre que Onondon, qui se passait être protégé par la cuisine. J'ai entendu des choses, même du vomitif. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Ceux qui étaient chez le coiffeur, on les a vus sortir avec des barbes blanches, alors qu'il y avait quand même une machine ou bien un coiffeur qui pouvait les rendre beaucoup plus ludiques et propres. Ça veut dire que le mensonge à l'écoute des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a vécu ça entre deux régimes, le régime Aïdjo et le régime Biya. Il faut battre cela en brèche. Alors, Joseph Edou, vous parlez de Gilles Roger Bellinga, voilà. Vous parlez de Gérard Emmanuel Ondondon. Voilà. Joseph Edou, lui, c'était le mannequin de Abba Abba, qui s'est passé pour être l'un des légistes, le porte-parole du Sud à travers Zoé-Télé. Mais ce que les gens ne savent pas, le chef d'État non en fonction du profil académique et de la modération, comme vous dites, équilibre le journal. Vous comprenez? C'est un peu une politique de mixage. Les gens aiment bien ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Edou va se retrouver dans les problèmes. Pourquoi? Parce que Abba Abba avait fait du crédit foncier son appât. C'est Abba Abba qui dicte la loi de ce que le crédit foncier ne devienne pas le crédit du foncier, mais devienne plutôt une banque. Et en tant que laudateur, il va créer même des paradis fiscaux à travers cela. La bataille va se mettre, va s'installer entre le directeur général qui parle du décret et le ministre qui parle de tutelle. Et c'est ça qui va animer un comportement d'animosité. Parce que les missions ne sont plus les missions régaliennes du domaine foncier, qui encouragent l'habitat, qui encouragent le demandeur qui veut construire une maison.
C'était plutôt devenu une banque. Et ça a mis mal en point la politique. Et Edou a confondu, et son président du conseil d'administration, celui qui est mort avec, je sais pas, il avait une Bible, qui avait un téléphone à la prison centrale. Je crois que pour la messe œcuménique, on a quand même donné à son fils un poste, qui, je ne sais pas si c'est lui, le directeur général de la Nord. Vous comprenez? C'est des gens qui ont organisé le grand banditisme. Et ce que vous ne savez pas, quelqu'un peut s'appeler... Ce qui étonne, je vous relance, ouais. Ce qui étonne, c'est que ce grand banditisme est organisé sous la base d'un clientélisme et d'un trafic d'influence qui semble être le fond du système. Non, qui semble un fonds de commerce fictif. Posez-moi la question, comment Tangandji est arrivé aux affaires. Voilà Tangandji qui marche avec Paul Biya, non? On va arriver, mais on reste... Vous voyez un peu là où on va? De la vermine, entre guillemets, dans un plat, de langouste. On consomme avec. Vous voyez un peu le pays, comment il se pense? Le mensonge. La traçabilité du mensonge. On encourage la fiction. C'est de ça qu'il s'agit. On fabrique des gens en fonction de la demande. Si on pose la question aujourd'hui... On fabrique, qui les fabrique? Mais si je suis dans une entité qui s'appelle Highland Corporation Bank, et que Highland Corporation Bank peut prêter le flanc à un directeur du cabinet civil d'avoir chaque semaine 2-4 millions pour la cuisine de madame, c'est mauvais si je m'appelle Tangandji? Est-ce que vous pensez que si je vais pour, comme ça, être très proche de Famin Ndongo en lui disant je peux vous donner quelques avantages, ces avantages peuvent être des avantages qui sont passés par le directeur, l'ancien directeur financier du ministère des Postes, je n'ai pas cité son nom, je ne sais pas s'il est encore là, celui qui était chez Mouchipou. C'est des noms que je ne veux plus citer. Vous comprenez? Mais si j'ai bonne mémoire, c'était des choses bien organisées. Ah, c'était des choses bien organisées. Bien organisées, mais c'était une mafia qui n'arrivait jamais au seuil du chef. Le chef était en dehors, et pendant qu'il était dans son sarré, ou bien dans ses armoiries, les notables se servaient de la République. C'est ça notre République aujourd'hui. Ça s'est arrêté? Et subitement, le jour où le chef sort, il constate que tous les notables sont dans la tricherie. Et quand il regarde autour de lui, il n'a que les yeux pour pleurer. C'est ça le Cameroun. Vous comprenez? Les actes ont été posés. Et aujourd'hui, pour les éradiquer, c'est vous qui les dites. Je vous le dis, et j'en assume l'entière responsabilité. Et quand je parle à la télé, sachez que mon père me regarde. Il sait comment je suis. Je ne tricherai jamais. Parce que j'ai peur de Dieu. Mais je peux plier un peu. D'accord? Là où il y a le mensonge, je ne suis pas d'accord. Parce que le mensonge ne grandit pas le pays. C'était des choses arrangées. C'était aménagé, arrangé. Et le temps m'a donné raison. Je ne suis pas témoin de l'histoire, mais je suis l'acteur de l'histoire. De cette histoire-là? Je suis l'acteur de la prédation et j'ai combattu la prédation. C'est mon journal qui est le premier journal dans ce pays à dire qu'un secrétaire général de la trame de Titu Sédioua a piqué un peu de sous à travers l'OUA, à travers quelques marchés fictifs, qu'il a arrachés et il a immobilisé les biens pour ses intérêts égoïstes. En fait, on va aller... je voulais vous dire simplement... On va arriver à tous ces cas-là de manière méthodique. Est-ce que vous savez dans quel bâtiment, aujourd'hui, une société de gardiennage qui appartient aux autres ministres, je vous l'ai dit, qui était même une société micro-sénégalaise, camerounaise, c'était des logistiques qu'on faisait en fonction et on organisait la prébende. D'où vient-il que le patrimoine public, que les gens prennent cela en otage? Ah, cette opération, hein, ces actions ont le lien avec le patrimoine, la sécurisation. Vous savez comment on a trompé le chef d'État? Vous voulez que je vous donne un exemple? Allez-y. Bon, je vous donne un exemple. Je fais des promesses et je veux pas que je veux que je sois en harmonie avec nos téléspectateurs parce que nous on a des missions régaliennes ici qui sont sérieuses. Quand je dis que j'ai un document qui
qui est allé chez le chef de l'État, le voici. Je gueule pas. Hein. C'est bel et bien écrit. Vous avez vu? Ouais. Je ne donne pas, je ne fais pas la gueule. Quand j'ai rien, je dis rien. Ça, c'est un document qui est une lettre adressée au chef de l'État. Qui dit? Pour à l'attention de nos téléspectateurs, hein, du Cameroun et du monde. Je voulais bien préciser. L'objet de cette lettre est lié à l'opérationnalité économique franco-camerounaise, qui est liée au projet de Limbé. Et au même moment, cette lettre porte demande d'audience. C'est bel et bien écrit, c'est pas moi qui le dis. En la date du 27 janvier 2010, à Paris. Et c'est bel et bien ENSTA, Paris Tech. Vous savez ce que c'est? Vous nous dites. C'est un groupe associatif des étudiants de Paris Tech. Et dans la mouvance du renouveau promue par le chef de l'État, qui a instauré ça comme un leitmotiv que tous les citoyens, où qu'ils soient, en fonction de leur profil, qu'ils apportent leur point, qu'ils apportent leur appui pour bâtir. D'où la lettre après la saisine. Et cette lettre, pourquoi? Parce que Forgin Dam est en prison. Je veux lire la lettre. Beaucoup de gens disent des choses. Vous entendez quelqu'un? Mais je pense qu'on reste dans Nous sommes dans les histoires de prédateurs. Oui, en gardant le fil du début. Je suis resté dedans. Je ne sors pas de là. Oui. Je ne sors pas de là. Allez-y. Je démontre qu'il y a beaucoup de mensonges autour de ce résultat. Il y a beaucoup de mensonges. Et ça nourrit son homme. Vous comprenez? Oui. Et le danger, c'est quoi? C'est lui le comptable. Maintenant, lui, eh ben on l'a, parce que nous sommes deux maintenant dans ce pays. Parce que nous sommes les comptables. Parce que moi, on dit, tu protèges beaucoup ton père. Mais on oublie que... Mais, écoutez, on oublie quelque chose. Tu le protèges, ça veut dire que tu vas répondre de ses actes? Oui, je peux répondre. Parce que quand j'ai des éléments de réponse. Vous pensez que si vous interpellez mon père, je vais venir avec les dossiers? Je vous rappelle que j'ai tous les dossiers. Ah, vous avez tous les dossiers? Sous son règne. Je le dis et j'en assume l'entière responsabilité. D'accord? Ça veut dire que les dossiers où les gens ont compromis sa politique, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils sachent que je suis nanti de ces dossiers. Oui, celui-ci, cette lettre, voilà. Donc, qui s'adresse... Maintenant, cette lettre est écrite. Le signataire, c'est Guy Sommek, le président et président de Paris Tech, qui est une association des anciens étudiants, qui, dans le caractère très élevé et respectueux à l'endroit du chef de l'État, il dit, Paris le 27 janvier 2010, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Yaoundé, Cameroun. Objet coopération économique concrète franco-camerounaise, projet de Limbé à assurer. Demande d'audience, Monsieur le Président. La présente faite suite à l'audience que vous avez bien voulu m'accorder le 25 juillet dernier à Paris. En effet, en tant que président de ENSTA-Paris Tech Alumni et de Paris Tech Aluminium, j'avais attiré votre attention sur un projet de développement majeur au Cameroun dans lequel nous avons été impliqués, le projet Yard de Limbé. Ce projet des grands Yard de Limbé, ce projet des grandes ambitions qui a été mis en sommeil durant plus d'1 an et reprenait vie méritée en raison des enjeux présentés par le Cameroun, nos efforts conjoints. Le courrier que je vous avais remis en main propre. Pourquoi me regarder? Allez-y, je voudrais que vous puissiez continuer. Pour vous dire que je suis le bon héritier. Hein. Ce n'est pas les flagorneurs qui racontent n'importe quoi. Le courrier que vous m'avez remis en main propre. Voilà. Le courrier que je vous avais remis en main propre, oui. Dont copie en pièces attachées. En résumé les enjeux et l'action en cours. Certes, ce projet structurant représente des enjeux économiques,
réellement majeur pour le Cameroun en raison de l'autonomie technique, sociale, économique que ce projet lui confère, et que ce soit en termes de restauration et de création d'emplois. Plus de 4000 emplois à recréer ou créer sont en enjeu. De prise de marché à haute valeur ajoutée, la maintenance des matériels offshore du golfe de Guinée et la construction des barges dont la première en Afrique a été réussie sur le yard de Limbé, comme tête d'une série de constructions de barges dont la première en Afrique a été réussie sur le yard comme tête de série de construction de barges dont la première en Afrique a été réussie sur le bar de Limbé, comme tête de 4, voilà, je m'excuse, comme tête d'une série de 4 que SAIPM, ça veut dire que SAIPME, avait décidé de lancer ce programme. Est toujours en cours, mais le yard de Limbé n'est plus actuellement en mesure de poursuivre. De prise d'une position compétitive, unique en Afrique et de l'Ouest, ce qui suscite l'envie légitime parmi les pays voisins dont un projet extrêmement ressemblant à celui de Limbé en Guinée équatoriale, d'entrée de devises et de notoriété mondiale susceptible de créer une image de dynamisme économique réel et d'attractivité d'entreprises au Cameroun, renforçant ainsi la confiance du monde économique dans le Cameroun. Je vous avais proposé un plan d'action concrète et un calendrier que vous nous y aviez fait l'honneur. J'insiste sur le point là. Un calendrier dont vous nous avez fait l'honneur de valider et d'appuyer dans l'intérêt du Cameroun. Vous suivez ce que le chef de l'État dit? Laissez-moi parler. Oui. Je n'aime pas le bavardage du quartier. Je parle avec les documents. Voilà. Le chef de l'État, et je veux répéter pour que les Camerounais comprennent, ceux de la diaspora qu'ils comprennent, d'où vient le mal du Cameroun. Je vous avais proposé un plan d'action concrète et un calendrier que vous nous aviez fait l'honneur de valider et d'appuyer dans l'intérêt du Cameroun. De grandes entreprises françaises avaient été mobilisées pour participer activement au redémarrage de ce projet et que nous avions convenu être imminent. Fort de votre aval, nous avons soigneusement suivi le plan de notre côté avec l'ardeur due à la coopération franco-camerounaise et au développement autonome du Cameroun. Vous m'avez demandé de mener toutes les actions prévues et de vous tenir étroitement informé de cet avancement. En particulier, vous aviez souhaité me rencontrer en août à Yaoundé afin de vous rendre compte de cet avancement. Certes, je me suis efforcé à de nombreuses reprises d'obtenir cette audience à Yaoundé, mais aussi à la Bolle, à Genève, à Paris, à Copenhague et même à New York, lors de vos passages, tant l'urgence de remise en œuvre de ce projet était et est encore justifiée. Il ne s'agit pas ici de regretter le passé de ces 6 derniers mois, mais de réussir encore à redéployer ce projet crucial à plus d'un titre. Laissez-moi parler. Vous aimez le bavardage inutile. On va vers la fin de la lettre. Laissez-moi parler, je suis très énervé. Oui. Voilà, laissez-moi parler. Voilà. Je sollicite donc que une audience à Yaoundé, à votre meilleure convenance, je pourrais me rendre à votre palais à Yaoundé ce samedi 6 et 17, 6 ou dimanche 7 février, si cela vous agrée, avec nos remerciements pour votre attention. Je savais qu'il devait mettre. Ils n'aiment pas la vérité, ces gars. Oui. Nous prions de croire, Monsieur le Président, l'expression de notre haute parfaite considération de nos sentiments dévoués. Vous savez dans quel secrétaire on a envoyé ça? Lequel? Au cabinet civil. La lettre est là où? Le président a vu ça? Alors... Vous ne parlez plus? Non, ça c'est les téléspectateurs qui vont apprécier. Je peux vous en donner autant. Les Américains, à travers une lettre qui a été
La voici, je ne parle pas derrière. Le président n'a toujours pas vu. On peut en parler plus tard? Plus tard. Ok, merci. Pour dire que les petits menteurs n'ont pas se tenir tranquilles, on sait les qui ils sont. Qu'ils fassent très attention. Les archives sont là et je suis le gardien du temple. Vous êtes le gardien du temple, Georges Gilbert Baronla. Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette entrée qui est, ma foi, fracassante. Dans le cadre, nous retraçons l'histoire. Vous avez la documentation, vous êtes le templier. Nous sommes les enquêteurs et nous voulons restituer l'histoire, cette histoire à la vérité de chaque Camerounais pour que chacun puisse apprécier. Merci d'être venu encore aujourd'hui. Je voulais dire que c'était en copie aussi au secrétaire général de la présidence. À cette époque, allez chercher qui était secrétaire général à la présidence. Merci, terminé. Le journal à Foufoulde, lui, arrive derrière nous juste à 19h, à 19h15. Ce sera en Pidine à 19h30. Fermeture de kiosque, Blagoya Sikati vont venir là pour nous parler des journaux de ce jour à 20h. Le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, DBS est jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de la vérité. Des vérités citoyennes et républicaines pour la construction d'une nation positive. Madame, monsieur, bonsoir.